Alors maintenant, on va commencer avec un nouveau volet de la théorie des représentations. C'est les applications de la théorie des représentations à l'étude des groupes. C'est-à-dire, vous regardez les représentations d'un groupe, donc en gros la table de caractères, d'un groupe fini sur C, hein, voilà, et il devrait vous refléter des choses du groupe lui-même. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans les espaces vectoriels de dimension finie avec la dualité, c'est-à-dire qu'on regarde le dual, et en fait, on peut retrouver l'espace à partir du dual. En fait, c'est le bidual qui est l'espace. Ensuite, on retrouve ça avec les groupes finis, d'accord, abéliens. Donc, les groupes finis abéliens, là, pareil, on a une notion de dualité et un bidual, on retrouve le groupe. D'ailleurs, toute la théorie de Fourier est basée finalement sur ça. La théorie de Fourier discrète pour les groupes finis, puis bon, la théorie de Fourier aussi pour le cercle, hein, en fait, le groupe du cercle, c'est une généralisation. Plus généralement, toutes ces applications de la théorie des représentations, on peut les voir comme des généralisations de la théorie de Fourier. Hein. Alors, on va commencer pour ces applications, pour retrouver des propriétés des groupes à partir de la table de caractères. On va commencer par une petite boîte à outils. C'est une boîte à outils qui va vous servir, qui peut vous servir en tout cas dans vos écrits. C'est des petites choses très très générales qu'on retrouve souvent, même si on n'est pas dans un problème sur la théorie des représentations. D'abord, on va partir d'un groupe d'ordre n et on va appeler ρ une représentation du groupe de degré d, c'est-à-dire qui va dans un espace vectoriel sur C de dimension d. Donc d'abord, le truc qui sert tout le temps, c'est-à-dire c'est Lagrange, hein. Groupe fini, Lagrange, voilà, parfait. Hein, faut associer directement. Hein. Donc vous avez le fait que ρ de g puissance n, bah, comme ρ est un morphisme de groupe, bah, c'est ρ de g puissance n. Donc comme n c'est l'ordre du groupe, bah, par Lagrange ça fait ρ de e, et ρ de e, comme ρ est un morphisme, c'est l'identité. Donc c'est I indice D. Hein, c'est pas l'identité que j'ai écrit, c'est I indice D, c'est la matrice, parce que je regarde les choses matriciellement. Alors ici, j'ai ρ de g qui va être diagonalisable, bah oui, parce qu'il est annulé par un polynôme scindé simple, xn moins 1, qui est bien scindé simple sur C. Alors maintenant, 1. Donc ça, c'est vraiment grande 0. Les valeurs propres de ρ de g, maintenant, sont des racines énièmes de l'unité. Et ouais, c'est comme ça. C'est parce que c'est annulé, on sait, hein, puisque c'est annulé par xn-1. Forcément, le spectre, il est inclus déjà hein, dans tous les ensembles de racines de polynômes annulateurs. Voilà. Donc ça c'est fait. Deuxièmement, la trace de ρ de g, si elle est égale à d, c'est-à-dire le degré de la représentation, alors ρ de g, c'est l'identité. Alors ça, c'est très très particulier, ça ne marche pas pour toutes les matrices, vous en doutez. C'est très particulier. C'est de la convexité, hein, en gros. Hein. C'est, en gros, regardez, il est bon de le voir comme de la convexité. Vous avez des racines, on sait que la trace, c'est la somme de racines de l'unité, et si jamais, eh ben, la somme est de modules plus grand ici que 2, bah, c'est que, bon, normalement c'est plus petit à cause de l'inégalité de convexité. Alors, moi je verrais plutôt cette preuve comme un cas d'égalité dans l'inégalité de convexité. C'est-à-dire qu'on a une norme quadratique ici, cette norme, la norme de C, hein, la norme de C, qui est quadratique, et donc qui est strictement convexe. Et donc on a un cas très simple d'égalité dans l'inégalité de convexité. Bon, alors avant je le faisais comme ça, puis un jour il y a un étudiant qui m'a dit « Ah, on peut le faire plus simplement », et puis j'ai vu que tout le groupe de télé était content. Donc maintenant je le fais voilà, comme vous aimez. Je vais prendre
lambda j égale xj plus i c'est d'accord, racine de moins 1, yj, voilà, ça va être une valeur propre, donc c'est une racine énième de l'unité, donc on est sur le cercle unité. Donc ça veut dire que xj carré plus yj carré est égal à 1, en particulier. Et on sait que la somme de lambda j des lambda j est égale à d. Donc, entre autres, on prend la partie réelle, ça veut dire que la somme des xj est égale à d. Mais, tous les xj sont inférieurs à 1, puisque la somme des carrés fait 1. Donc, tous les xj sont inférieurs à 1. Donc, on a une somme d'éléments inférieurs à 1, il y en a d, et ça fait d. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous égaux à 1. Mais s'ils sont tous égaux à 1, eh ben, à cause de Pythagore, eh ben, yj est égal à 0. Voilà. Donc ça veut dire que lambda j égale xj égale 1. Et, c'est pas fini, comme ρ de g est diagonalisable, d'accord, d'après le point 0, eh ben, et que les seules valeurs propres sont 1, eh ben, ça veut dire que ρ de g, c'est bien la matrice identité. Voilà, donc ça, c'est un outil de base qui va servir. Bon, moi j'aime mieux comprendre les choses avec l'intuition d'un petit dessin, d'une stricte convexité, tout ça. Mais ça, c'est vrai que c'est extrêmement convaincant, extrêmement simple. Donc cette preuve est bonne. Alors maintenant, troisièmement. Alors, si on a H, un sous-groupe distingué de G, et ρH, une représentation de G sur H, d'accord? Donc ici, vous allez avoir, vous voyez, ρH ici, ma représentation de G sur H, bon, j'aurais peut-être dû l'appeler autrement, bon, ici, eh ben, on en fait une représentation de G en composant par à droite, c'est à droite pour l'allemand, par la surjection canonique qui est un morphisme de groupe. Effectivement, comme la surjection canonique ici, comme H est distingué, on a une surjection canonique, un morphisme de groupe. La composition d'un morphisme de groupe, c'est encore un morphisme. Ici, ça ne va pas dans V, ça va dans GL de V. Heureusement que je fais attention. Voilà. On a le droit de dire des bêtises en matin. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Il faut juste se corriger. Ça, c'est l'oral. Bon, cette année, il n'y aura pas d'oral, mais c'est pas grave. Alors, en tout cas, relisez-vous. Et ici, donc, on va avoir un morphisme de groupe par composition de morphisme de groupe. Voilà. Alors, maintenant, quatrièmement, autre chose qui est important dans la boîte à outils, c'est il existe une représentation fidèle. Souvent, on ne se sert pas de la représentation en elle-même. Vous allez le voir. Mais le tout, c'est de savoir qu'il en existe au moins une qui est fidèle. Comprenez que ça, c'est vraiment un outil très, très important pour retrouver les propriétés du groupe. C'est-à-dire qu'on va retrouver vraiment le groupe grâce à cette fidélité, grâce à une injectivité de G dans V règles. Donc ici, vous avez vos représentations pareil, G s'injecte dans le groupe ici de V règles. D'accord? Voilà. On a une injection. Donc ici, c'est important de voir ça, parce que c'est ce qui va nous permettre de voir que la théorie des représentations, au moins pour une représentation, on se fiche un peu laquelle, va nous permettre de voir finalement le groupe. D'accord? Alors par contre, on va peut-être pas voir, on va voir le groupe en lui-même, mais vous regardez la table de caractères, on ne va pas voir les éléments. Les éléments vont arriver par classe de conjugaison. On peut retrouver des choses sur les classes de conjugaison, mais pas élément par élément, sauf dans le cas évidemment abélien, où chaque élément est une classe de conjugaison à lui tout seul. Alors, pourquoi c'est vrai qu'on a une injection? Parce que, donc il faut montrer que c'est injectif, donc on regarde si ρ règle de G, on a un G tel que ρ règle de G égale l'identité là-dedans, alors ça veut dire, en particulier, je regarde sur la base canonique de V règle. La base canonique de V règle, c'est E indice. Donc c'est une base que j'appelle E indice H, où H,
parcours G. Et on prend G.EH, ça veut dire qu'en particulier c'est l'identité sur EH, donc c'est EH, mais par définition de la régulière, c'est E indice G fois H. Voilà. Donc comme E indice G fois H est égal à EH, ça veut dire que GH égale H. Et ça, on sait que G, c'est le neutre. Cette fois-ci, je ne l'appelle pas E, parce que E, c'est déjà pris par la base canonique. Voilà. Donc, on a bien quelque chose de fidèle, comme on dit dans le langage des représentations, mais c'est simplement de l'injectivité. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retrouver des choses du groupe, et je propose qu'on regarde les sous-groupes distingués de G. Hein, on va bien se servir, on va se servir de toute façon de tout ça. Ok, donc c'est parti pour déjà une première chose. On peut retrouver tous les sous-groupes distingués à partir de la table de caractères. Alors, pourquoi vous voyez, c'est-à-dire que H est distingué dans G, si seulement si il existe une partie I de IR de G, donc des irréductibles de G, telle que H, c'est l'intersection des noyaux des représentations irréductibles ρI pour I parcourant grand I. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver le treillis, ce qu'on appelle le treillis pour l'inclusion des sous-groupes distingués. On le voit sur la table de caractères, effectivement, parce que justement, d'après ce qu'on a dit, on est dans le noyau, c'est-à-dire ρI de G est égal à l'identité, si et seulement si, qui I de G est, donc la trace, d'accord, le caractère c'est la trace, est égal exactement à la dimension, c'est-à-dire le degré de la représentation. Ce qui va faire qu'on a ce truc-là plus fin, qui nous permet de voir les choses directement à partir de la table de caractères. Il existe une partie I de IR de G, telle que H, c'est l'ensemble des G, tel que qui IG est égal à DI, pour tous les I sur grand I. Donc en gros, vous regardez la table de caractères, vous avez le degré sur la colonne de gauche qui correspond à la classe de conjugaison triviale de l'élément neutre, et vous regardez, quand c'est ce que vous voyez, la répétition sur la ligne des DI, et là, vous gardez, vous prenez, vous donnez un ensemble de lignes, et vous regardez l'intersection des classes de conjugaison qui vont se retrouver. Et on sait qu'un sous-groupe distingué, c'est une réunion de classes de conjugaison, mais le tout, c'est de savoir lesquelles. Donc on regarde, on se donne un grand I, d'accord, dans un sous-ensemble de lignes, et on va obtenir un sous-ensemble de colonnes correspondant. On prend la réunion de ce sous-ensemble de colonnes, et ça va nous donner un sous-groupe distingué, et inversement. Bon, voilà, donc c'est assez joli. Maintenant, comment ça se montre? Alors, il y a la partie simple, c'est facile, puisque si on a H qui est égal à ça, ben, un noyau, c'est un sous-groupe distingué. Une intersection de sous-groupe distingué, c'est encore stable par automorphisme intérieur, hein, l'intersection. Et donc, c'est distingué ici. Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, l'implication. On suppose que H est distingué dans G. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vous rappelle qu'on a une représentation régulière de G sur H, donc on a un groupe G sur H. On a une représentation régulière de G sur H qui est injective, d'accord? Donc on a un sous-espace V et un morphisme ici injectif. Avec ça, on a dit qu'on pouvait faire une représentation ici en composant par la surjection canonique, d'accord? Ici, qu'est-ce que c'est que... Donc, on a une représentation. Maintenant, je vais l'appeler ρ, cette représentation. C'est la composée des deux qui est un morphisme de groupe. Donc, le noyau de ρ, bah, c'est la préimage de E. Donc, c'est déjà l'antécédent de E par ce ρ reg. Mais ça, comme c'est injectif, bah, c'est l'élément neutre de G sur H. Et donc, c'est pi-1 de l'élément neutre. Et pi-1 de l'élément neutre, bah, on sait que c'est H. Donc, on a obtenu une représentation dont le noyau était exactement H, et c'est une représentation de G. Voilà. Alors maintenant, cette représentation, je prends
V comme espace, et c'est un G module, hein, et il y a une action linéaire de G dessus, et donc ça se décompose par Maschke en une somme directe de NI VI, où les VI sont irréductibles, donc correspondent à IR de G, et on a une partie I de IR de G pour lesquelles, hein, d'accord, NI est différent de 0, c'est-à-dire strictement positif, hein, donc pour cette partie-là. D'accord? Donc ça veut dire que ρ de G est égal à l'identité. Donc si ρ de G est égal à l'identité là, bah, si et seulement si, ρ de G vaut l'identité sur chaque VI. C'est normal, d'accord? C'est un si et seulement si. Et donc, ça veut dire que le noyau de ρ, ce que je dis ici, c'est que le noyau de ρ, c'est l'intersection des noyaux des ρi pour i dans i qui a été construit à partir de ces multiplicités. Et ce noyau de ρ, c'est h. Voilà, donc on a bien montré cette équivalence, et celle-là, on avait montré déjà tout à l'heure que c'était équivalent. Voilà, on a montré ce petit théorème joli.